Oui. Euh, Nous avons invité ce soir Pierre Courbe suite à la lecture de son petit ouvrage Aimer le vivant. Euh, Pierre Courbe est depuis son enfance, je dirais, profondément attaché à la nature, aux arbres, aux forêts. Et son action il a eu la chance de recouper sa passion avec son activité professionnelle, puisqu'il travaille à Interenvironnement Wallonie pour la mobilité. Et il va nous présenter ses réflexions. Donc, il n'est pas ici en tant que représentant d'Interenvironnement Wallonie, il est ici en tant qu'auteur d'Aimer le vivant. Et il sera en dialogue avec Catherine Schlitz, qui est militante au Pacte d'Angleur et qui est un des membres fondateurs de l'ASBL belge, de l'Agora des habitants de la Terre, dont elle nous dira davantage, mais qui est un réseau très international, pas encore très implanté en Asie ni en Afrique subsaharienne, mais bien en Amérique latine et en Maghreb, Moyen-Orient, et qui a pour le moment, dans ce cadre-là, les réunions en ligne sont parfaites puisque nous pouvons avoir des réunions avec effectivement des gens du Chili, du Pérou, du Liban, tout pareil. Il faut juste se préoccuper des fuseaux horaires et de ne pas réveiller les gens à minuit. Voilà. Mais je vous laisse donc la parole et je coupe les micros. Enfin, Sébastien va couper les micros de tout le monde, sauf de Pierre et de Catherine. Bien, merci bien avant tout, je veux dire à Christine particulièrement et à Tac Liège de me donner l'occasion de présenter mon petit bouquin ce soir. C'est une grande première pour moi parce que j'ai l'habitude de causer au nom d'IOE, mais c'est la première fois que je présente quelque chose de personnel, donc ça fait c'est un petit peu particulier. Donc voilà, peut-être pour me présenter un petit peu plus longuement, effectivement, je suis spadois de naissance, le parfait prototype de ce que Georges Brassens a appelé l'abbé l'heureux qui est né quelque part dans ma forêt spadoise que j'aime à la folie. Et donc, en fait, que mes parents m'ont fait découvrir très très jeune, et en même temps que le respect, le respect pour le vivant, qui pour moi est vraiment une valeur fondamentale. Et quelque chose absolument évident enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de le réfléchir, c'est inscrit quelque part dans mes gènes. Et cette sensibilité à la nature, effectivement, m'a amené, je veux dire, finalement, d'une part, à fonder une petite association locale de protection de la nature, étant donné que ce massif forestier que je chérissais dans mon enfance était menacé par un projet de route industrielle. Et d'autre part, suite à différents contacts qui ont amené cette petite action locale, finalement, j'ai intégré effectivement l'équipe d'Interenvironnement Wallonie en 2003. Et j'y suis rentré avec une certaine naïveté, je dirais, en ayant l'ambition démesurée de pouvoir sauver le monde, enfin participer à sauver le monde. Et en fait, quelques années après, je veux dire, la lecture de certains rapports scientifiques a commencé à ébranler mes convictions, notamment le jour où j'ai découvert que le permafrost ou pergélisol dans les latitudes nord commençait, je veux dire, à dégeler tout le long de l'année et à dégager du méthane avec un effet de renforcement et un effet climatique, je veux dire, très très fort, risquant je veux dire, de couper toute possibilité de marche arrière. Là j'ai vraiment effectivement été fortement ébranlé. Par ailleurs, je veux dire, nous avons en tant que chargé de mission chez IOE toujours les yeux grands ouverts sur l'état de l'environnement à force de lire différents indicateurs qui virent du rouge foncé au noir. Et en tant que pratiquant de la forêt au quotidien, j'ai aussi ces dernières années vu mourir à petit feu la forêt à laquelle je suis profondément attaché.
Et tout ceci m'a amené à avoir, je veux dire, à poser un constat assez pessimiste, diront certains, assez lucide, aurais-je plutôt tendance à dire, sur le fait que mon rêve de 2003 sauver la nature, ben, je veux dire, il était mort, quoi. Donc je n'y crois plus. Je n'y crois plus, mais dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc en fait, je me suis dit: «Ben voilà, j'aimerais bien partager mes réflexions. Le but n'est pas d'écrire un énième livre sur l'urgence environnementale, ce n'est pas non plus de me réjouir de la disparition de l'être humain, ce n'est pas du tout ça le propos. Ce n'est pas non plus de maintenir, ce que j'estime être l'illusion du fait qu'il n'est pas trop tard, mais qu'il est grand temps. C'est plutôt l'envie de partager ma petite recette maison, je veux dire, pour continuer à vivre, à s'engager, à faire ce qu'on estime juste et nécessaire, avec cette perspective très peu réjouissante. Donc en fait, finalement, mon apaisement face à ce futur angoissant, ben, il se décline, je veux dire, en trois axes. D'une part, la lucidité par rapport à la condition humaine. Je veux dire, j'ai la chance d'habiter un pays démocratique, d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, d'avoir un système de soins de santé qui, même s'il est imparfait, je veux dire, est tout de même assez impressionnant, d'avoir un environnement affectif stable. Bon, je veux dire, pour le dire grossièrement, j'ai le cul dans le beurre. Mais si je regarde un petit peu en arrière, ne fût-ce que la génération de mes parents qui ont connu la Seconde Guerre mondiale ou de mes grands-parents qui ont connu la Première, euh, si je regarde ailleurs dans le monde, je veux dire, la condition humaine est très très loin, je veux dire, dans l'histoire et dans le temps, dans l'histoire et dans la géographie, très très loin d'être ce qu'elle est pour moi. Et donc, en fait, les lendemains ont souvent été très très difficiles pour l'être humain, le sont encore pour beaucoup de personnes. Et quelque part, ces personnes n'en cessent pas pour autant de s'aimer, de se respecter, d'agir les uns pour les autres. Et donc, je trouve que tous ces gens qui vivent des situations bien plus difficiles que celles que je peux vivre me donnent une formidable leçon de vie qui est inspirante pour moi. Le deuxième point, en fait, c'est l'émerveillement par rapport à la nature, qui me sert vraiment de ressourcement. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier. Une revisite, tu vas dire, du mythe de Robinson Crusoe, où en fait au début de son aventure sur l'île en tant que solitaire sur l'île, Robinson finalement s'est trouvé un espèce de coin de boue où il va se rouler comme un porc dans la boue pour se rassurer un petit peu face à l'angoisse de se retrouver seul sur cette île. Mais quelque part, la forêt pour moi joue un petit peu ce rôle de coin de boue où je vais me rouler quand les choses vont mal. Le troisième point, en fait, c'est le désir de soulager la souffrance, quelle qu'elle soit, mais humblement, en sachant très bien que la souffrance du monde, je ne peux pas la porter sur mes épaules, mais que finalement, celle qui est à ma portée, je veux dire, rien ne tient qu'à moi d'essayer de l'améliorer. Donc ça, c'est les trois points que je me proposais de développer un petit peu ici ce soir, les trois points finalement sur base desquels j'ai pu trouver un certain apaisement par rapport à mes angoisses, je veux dire, par rapport à l'état du monde et par rapport au futur de mes enfants notamment. Donc en gros, en termes de lucidité, la lucidité pour moi est nécessaire non seulement par rapport à l'état de l'environnement, mais aussi par rapport aux moyens qu'on a de faire face aux défis climatiques, aux défis de la biodiversité, aux défis sociaux aussi, et par rapport à la manière dont on agit, notamment en tant qu'ONG d'environnement. Il me semble qu'au niveau des ONG d'environnement, il y a 4 grands biais qui ont limité l'efficacité de nos actions au cours des dernières décennies. D'une part, une injonction que j'ai reçue sur la tête dès que je suis arrivé en 2003 chez Interenvironnement Wallonie, c'est ne surtout pas faire peur. Et ceci, pour moi, est même assez difficile avec un engagement. Comme le dit Stéphane Hessel dans son petit livre Engagez-vous, quand on s'engage, c'est quelque part contre quelque chose qui est stressant, qui fait peur. Donc, quelque part, la peur, si on lui donne une manière de s'exprimer et une manière de la mettre en action, la peur est moteur. Bien sûr, la peur peut être bloquante aussi chez certains. Le deal pour moi, pour les ONG d'environnement, c'est de faire peur, mais pas de faire peur pour plaisir. De faire peur pour mobiliser les personnes et quelque part après les mettre en action et leur dire voilà, vous pouvez faire ça, ça, ça et ça pour évacuer votre peur et rentrer dans l'action. Et ça, en fait, pour moi, c'est vraiment un gros biais de l'action des ONG d'environnement. Le deuxième, il est fort proche en fait, c'est le désir de ne pas culpabiliser, de ne pas être moralisateur. Or, pour moi, la lutte environnementale et la lutte sociale est profondément morale. En fait, ce sont des valeurs morales qui sont à la base de l'engagement citoyen, me semble-t-il, et ces valeurs, il faut les assumer. Être moralisateur, ce n'est pas une tare.
avoir un comportement moral, ce n'est pas une tare. Pour moi, je le revendique comme étant plutôt une qualité dont je suis fier. Le troisième point, c'est l'injonction de communiquer positivement. Donc toujours transformer tout le message en positif. Et là encore, je relie ça avec le fait qu'on s'engage rarement pour quelque chose, mais contre quelque chose. Proposer une pétition pour la sauvegarde d'un massif forestier ou contre la création d'une route à travers ce massif forestier, vous verrez la différence de résultats dans la récolte de signatures. En fait, on se mobilise généralement contre quelque chose, c'est l'indignation qui est vraiment moteur, et cette injonction à communiquer positivement, pour moi, est un petit peu, je veux dire, limitante par rapport à la mise en action des citoyens. Ensuite, quatrième injonction qui est vraiment très forte et peut-être la plus délétère de toutes, me semble-t-il, c'est le désir d'être neutre sur un plan politique et philosophique. Ce qui empêche quelque part de remettre en question le modèle de société dans lequel nous vivons, notamment, je veux dire, le modèle libéral, le modèle d'accumulation des richesses, de concentration de richesses dans les mains de certains, l'injonction de croissance, tout cela, en fait, en tant qu'ONG de l'environnement, jusqu'à un passé très proche, on ne pouvait simplement pas en parler. Il fallait être neutre politico-philosophiquement. Et ça, pour moi, c'est vraiment un très gros biais. La lucidité s'exprime aussi, me semble-t-il, par rapport à ce qu'est l'être humain et par rapport à ses limites. Un livre qui m'a beaucoup appris ces dernières années là-dessus, c'est Ainsi fragile, vernis d'humanité, banalité du mal, banalité du bien, de Michel Terestchenko, qui a tracé vraiment une très belle étude sur base une synthèse plus exactement sur base de différentes études relatives au comportement des êtres humains dans différentes situations, notamment les personnes qui ont sauvé des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, mais pas uniquement. Aussi des expériences de psychologie sociale. Et sur base de cette lecture, mais aussi d'autres, il m'a semblé pouvoir identifier, et ce n'est pas du tout exhaustif ce que je vais dire ici, mais six limites dans le comportement des êtres humains, dans le fonctionnement des êtres humains, qui fait qu'effectivement, il est très très difficile de s'engager en tant que société pour la sauvegarde du futur. D'une part, le confort moral. Il me semble que le confort moral est quelque chose que nous recherchons tous, et c'est tout à fait légitime, mais il est difficilement conciliable avec une lucidité pleine et entière sur l'état du monde. Et nous avons tendance à préférer le confort moral à cette lucidité. Le deuxième point, c'est le fait que nous sommes horriblement influençables et que nous sommes beaucoup plus malléables ou sujets à modifier notre comportement en fonction de l'environnement que ce que nous aimerions être. Une petite expérience qui m'a profondément marqué à la lecture, c'est la fameuse expérience de la cabine téléphonique qui a été menée en 72 du côté de Philadelphie par un groupe de chercheurs américains, à l'époque où le GSM évidemment n'existait pas encore. Et donc, ils ont observé les comportements des personnes qui venaient de passer un appel téléphonique dans une cabine dans un grand centre commercial. Donc le truc, c'était en fait qu'une actrice faisant partie de l'équipe de recherche rencontrait comme par hasard les personnes qui sortaient de la cabine téléphonique. Cette actrice portait une pile de feuilles en main et elle les laissait tomber comme par accident. Et je veux dire, l'étude, c'était, bon, voilà, on va étudier le comportement des personnes qui sortent de la cabine. Vont-ils ou non aider cette personne à ramasser ses feuilles? Et en fait, la réponse est relativement décevante. Dans les conditions standards, 4% des personnes aidaient effectivement à ramasser les feuilles. Une deuxième expérience, c'est en fait de truquer un petit peu les choses et de déposer dans la cabine téléphonique une pièce de 10 cents qui correspondait à la valeur de la communication téléphonique. Donc, il les déposait sans évidemment que la personne ne voit ça. Une personne entre dans la cabine téléphonique, trouve la pièce de 10 cents, passe sa conversation et puis sort de la cabine et là, à nouveau, rencontre cette actrice qui laisse tomber sa feuille. Dans ce cas de figure, j'ai oublié le chiffre exact, mais plus de 80% des personnes aident à ramasser les feuilles. Donc en fait, le simple fait de trouver une petite pièce de 10 cents peut modifier de tout au tout nos comportements. De même, d'autres expériences ont été menées pour voir quels sont les comportements prosociaux ou d'entraide de personnes qui sont placées à proximité d'une boulangerie où il y a une bonne odeur de croissant chaud. Une simple odeur de croissant chaud peut aussi modifier nos comportements. Donc en fait, nous sommes terriblement malléables, même si en fait c'est très très difficile à accepter comme constat.
Ensuite, malheureusement, je veux dire, même si l'altruisme, et je suis entièrement d'accord avec Mathieu Ricard là-dessus, fait tout à fait partie du fonctionnement de l'être humain, l'égoïsme aussi. Je veux dire, les deux semblent incompatibles a priori, mais coexistent chez nous. Et les sociétés dans lesquelles nous vivons ont tendance à renforcer, je veux dire, cet égoïsme des personnes en promouvant des comportements qui ne sont pas très solidaires. Le quatrième point que j'ai pu identifier, ce sont, je veux dire, les jeux de pouvoir, de privilège, avec, je veux dire, une admiration devant les personnes qui ont le pouvoir et quelque part une cristallisation des positions par toutes les personnes qui sont, je veux dire, directement sous les personnes qui ont le pouvoir et qui bénéficient de certains privilèges du fait de leur proximité avec le pouvoir et qui participent à cristalliser les systèmes. Les comportements grégaires sont également un point, de mon avis, assez problématique, point qui a été bien mis en exergue par Aldous Huxley dans ses différents travaux relatifs à cela. Et puis aussi le problème de la résignation, de la procrastination. En fait, l'être humain est capable d'endurer le pire sans bouger. Il faut vraiment aller vraiment très très loin pour quelque part déclencher une manœuvre pour effectivement mettre l'être humain en mouvement. De manière générale, nous sommes relativement passifs par rapport à ce qui nous arrive. Donc tout ceci, me semble-t-il, participe à expliquer très partiellement, j'en suis bien conscient, le fait que, quelque part, relever le défi climatique, relever le défi de la biodiversité, relever le défi des inégalités sociales, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, ne peut pas être fait, ou du moins pas être fait dans le délai dans lequel ça devrait être fait. Il nous reste tout au plus 10 ans pour agir, et il me semble qu'avec les dynamiques qui sont à l'œuvre, on arriverait peut-être à insuffler des changements corrects dans un délai de 200 à 300 ans. Mais voilà, il me semble-t-il, ce sera trop tard. Sur le deuxième point, donc ceci était, pour, je veux dire, pour clôturer un petit peu le point lucidité de mon petit bouquin. Ensuite, l'émerveillement par rapport à la nature. En fait, quand j'ai terminé mes études, je me souviens avoir écrit en exergue de mon travail de fin d'études une phrase de Romain Gary: « Et si je rêve encore de transformer le monde en un jardin vivant, je sais à présent que ce n'est pas tant par amour des hommes que par amour des jardins. » À l'époque, j'y croyais, aujourd'hui, je n'y crois plus du tout. En fait, ce n'est plus tant l'amour des jardins qui me motive, même si j'aime encore profondément ma forêt natale, c'est surtout l'amour de l'humanité. Toute imparfaite soit-elle, c'est ça qui me motive en fait. Et il me semble que la lutte environnementale et de manière générale fait un petit peu abstraction de cela. En fait, beaucoup de personnes dans le monde environnemental défendent le message suivant: oui, bon, l'humanité disparaîtra, c'est pas grave, la nature va continuer. Et il me semble là-bas y avoir une analyse un petit peu rapide des choses. D'abord, je veux dire, si la beauté de la nature existe, c'est parce qu'il y a un observateur pour l'admirer. Quand je passe à côté d'une rose, je tombe en pamoison. J'adore les roses. Mon chat passe à côté, il s'en fout réellement. Donc, quelque part, la beauté de la nature, elle existe, comme je l'aperçois, simplement parce que je l'aperçois avec mes yeux d'être humain. Si l'humanité disparaissait, ce que nous appelons en tant qu'humains de beauté de la nature disparaîtrait avec l'humanité. Ensuite, le fait que la vie est souffrance. Inévitablement, penser, je veux dire, à tous ces animaux qui au quotidien se font dévorer par leurs prédateurs. La vie est souffrance intrinsèquement. C'est d'ailleurs la première des 4 nobles vérités du bouddhisme. En fait, il faut en être conscient. L'humanité disparaîtrait, je veux dire, la souffrance ne s'arrêterait pas avec elle. Donc, quelle est la raison de s'engager pour diminuer la souffrance en se disant l'humanité va disparaître, tant mieux, sachant que cette souffrance, elle va demeurer. Donc ça me paraît assez incompatible. Et ensuite, troisième point, je veux dire, la nature n'a pas du tout besoin de l'homme pour se réparer. Je veux dire, les extinctions de masse des espèces sont là pour nous le prouver. Je veux dire, la nature est plus forte que tout, elle se régénère toujours. C'est sûr que l'action de l'être humain actuellement est très très délétère sur le climat, sur la biodiversité. La nature va se secouer, puis elle va s'en remettre. Ça va prendre quelques milliers d'années peut-être, mais voilà. Donc, soyons modestes. L'homme, certes, peut tenter de penser un petit peu les plaies qu'il inflige à la nature, mais celle-ci n'a pas besoin, me semble-t-il, de lui pour cela. Alors évidemment, tout ceci, me direz-vous, est un petit peu cassant pour le moral, mais j'en arrive au troisième point qui me motive, c'est le désir de soulager la souffrance.
En fait, j'ai eu la chance en 2015 d'assister à la séance de remise des doctorats honoris causa, notamment à Mathieu Ricard et Pierre Rabhi à l'ULG, où ils avaient organisé une petite séance et de pouvoir poser une question aux deux orateurs sur ce qu'ils estimaient, je vais dire, devoir prioriser entre la fin et les moyens. Simplement parce que dans toutes les luttes, qu'elles soient sociales ou environnementales, la pression de la fin qu'on poursuit, quelque part, incite parfois les uns et les autres à utiliser des moyens qui ne sont pas tellement en adéquation par rapport à leurs valeurs. Et la réponse des deux orateurs m'a relativement, je veux dire, euh, rassuré en sens qu'ils étaient assez d'accord avec Aldous Huxley notamment sur le fait que la fin ne peut justifier les moyens pour la simple raison que la nature des moyens quelque part, va déterminer la nature des fins qui seront atteints. En obtenant des moyens, en utilisant des moyens violents, ben, on va générer quelque part des situations de violence. Donc là, en fait, déjà un point relativement rassurant, ce ne sont pas tellement les moyens qui comptent, ce ne sont pas tellement les fins qu'on poursuit qui comptent finalement, mais c'est plutôt les valeurs qui nous motivent, qui doivent être la jauge du sens de nos actions. Ensuite, en fait, autre point qu'avait développé notamment Mathieu Ricard dans le cadre de ce débat, c'est la, la nécessité de ne pas avoir d'ego surdimensionné dans le monde des ONG, donc surtout, enfin, d'ego surdimensionné et d'attentes surdimensionnées. Surtout, soyons humbles par rapport à ce que nous sommes et par rapport à ce que nous pouvons atteindre. Soyons sobres aussi dans les moyens utilisés et en adéquation dans nos manières d'agir et de vivre au quotidien par rapport évidemment aux limites planétaires. Et plus important que tout, se changer soi-même avant de vouloir changer le monde. Finalement, ce que nous mettons en action, ben, quelque part, va être un petit peu le reflet de ce que nous sommes. Et ça, je veux dire, ça détermine plus ou moins les balises que j'estime être nécessaires en termes de lucidité et de soulagement de la souffrance. Donc, d'abord, diagnostiquer clairement et sobrement, être cohérent par rapport, je veux dire, aux valeurs que nous portons et par rapport aux moyens que nous mettons en action, se montrer modéré. Ça ne sert à rien de partir sur ses grands chevaux dans les croisades de dingue. Il faut pouvoir adapter sans se renier son message aux uns et aux autres, refuser donc la malhonnêteté, refuser la violence, et tout ceci dans le but finalement de soulager modestement à son niveau la souffrance autant qu'on peut. Finalement, quelque part, penser les plaies environnementales, c'est aussi penser les plaies de l'humanité. Et de mon point de vue, je veux dire, l'action environnementale trouve vraiment pleinement son sens dès lors qu'elle s'inscrit dans un but, je veux dire, de soulagement des souffrances de l'être humain. Et donc, de mon point de vue, je veux dire, les trois sets de valeurs qui sont vraiment importants à ce niveau-là, mais c'est d'une part le respect, l'amour, respect de la nature évidemment et de son prochain, amour de la nature et de son prochain, le partage, la solidarité, qui sont trop souvent malmenés dans nos sociétés de l'excès, et l'humilité, la sobriété. Donc que je relis parce qu'en fait, l'humilité pour moi, c'est l'humilité par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on peut faire, mais aussi par rapport à la place que nous occupons dans l'environnement, et donc la sobriété dans la manière dont nous consommons les ressources de cet environnement, étant donné la place très modeste que nous y occupons. Et donc dès lors qu'on a mis en place ces balises, il me semble qu'on peut retourner on peut vraiment retourner aux fondamentaux de la défense de la nature et je veux dire vraiment agir de manière raisonnée, sans espoir démesuré, mais avec quelque part la satisfaction d'effectivement faire sa part. Et à ce niveau-là, une petite fable que j'aime beaucoup, que je vais vous partager, qui tient en 2 minutes, c'est la fable des étoiles de mer, où en fait deux touristes sur une grande plage dans une île de mer du Sud voient dans le lointain, alors qu'ils se promènent au clair de lune, une silhouette qui se baisse, qui ramasse quelque chose, puis qui le jette dans la mer, et se disent c'est quoi ce machin, et arrivé à proximité, ils s'aperçoivent que c'est une vieille dame indigène qui ramasse des étoiles de mer échouées sur la plage, et puis qui les rejette dans la mer. Et lui disent, mais c'est quoi que vous faites là, ça sert à rien, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'étoiles de mer échouées, ça n'a aucune signification, ça sert à rien. Et la vieille dame se penche et ramasse une étoile, elle dit, oui, mais pour celle-ci, ça change tout. Et quelque part, en limitant un petit peu ses ambitions, ben voilà, il me semble qu'on peut tout changer pour
je veux dire, un périmètre restreint d'êtres humains en souffrance autour de nous, mais pour cela, ça change tout. Et donc, quelque part, me semble-t-il, le trip, ben, il n'est pas trop tard, mais il faut foncer. Ça risque, de mon point de vue en tout cas, de nous faire oublier un petit peu les fondamentaux et de nous inciter à nous accrocher à tout ce qui flotte à notre portée pour essayer de sauver la nature coûte que coûte. Et pour moi, le symbole parfait de cela, c'est la manière dont certaines ONG d'environnement promeuvent à tout va la voiture électrique. On a trouvé le truc, on va sauver le climat, on va sauver la qualité de l'air, on va développer la voiture électrique. Mais ils oublient un petit peu rapidement que d'autre part, il y a beaucoup d'incidences de mobilité qui ne seront pas résolues par la motorisation électrique, et que d'autre part, au niveau des prélèvements de matières premières, d'énergie, dans les pays du Sud notamment, c'est une catastrophe environnementale monstrueuse, comme on en a réalisé avec le pétrole pour la voiture thermique, et comme on en a également réalisé avec les agrocarburants pour la voiture thermique. Donc, moi, c'est là que j'identifie un petit peu un risque de continuer à y croire. Je préfère pour moi continuer à ne pas y croire, me dire il est trop tard, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour agir humblement à son niveau et essayer de soulager la souffrance, essayer de continuer à s'indigner, de s'engager et de faire ce qu'on estime juste et nécessaire pour améliorer le quotidien je veux dire, des personnes enfin, pour lesquelles nous pouvons effectivement agir. Voilà, en gros, je pense avoir plus ou moins gardé le timing et présenté dans les grandes lignes mon petit bouquin. Merci bien. Merci beaucoup. J'ai déjà toute une série de commentaires et de questions, mais je donne la parole à Catherine, qui allume son micro. Voilà. Oui. Bonsoir Pierre. Donc, il y a quelques petites choses qui m'ont... Oui, je vais commencer par me présenter quand même. Hein. Donc, Christine m'a demandé d'intervenir au nom de l'Agora des habitants de la Terre. D'abord, je vais préciser que Christine fait partie, en tout cas, du petit groupe de Belges qui sommes en train de donner consistance à ce mouvement mondial de l'Agora des habitants de la Terre, ainsi que Maddy Ledan. Donc, je me sens un peu moins seule puisque nous allons pouvoir être à plusieurs à intervenir pour défendre le projet. Mais donc, l'Agora des habitants de la Terre, ça vient de Riccardo Petrella et d'un livre qui s'appelle, évidemment on le voit à l'envers sur l'écran ici, mais c'est Au nom de l'humanité, l'audace mondiale. Et l'audace, c'est précisément de penser que demain existera. Et c'est probablement ce qui nous différencie peut-être le plus avec ce que vient d'exprimer Pierre Courbe, c'est que lui pense que le demain n'existera pas, et nous pensons, nous avons déjà ce présupposé, demain peut exister, et nous devons le faire exister au nom de l'humanité, et nous devons faire justement en sorte que l'humanité soit représentée, et soit représentée d'un point de vue politique. Et c'est peut-être un deuxième point de dissonance, je dirais, avec le propos de Pierre, c'est que pour nous, ce n'est pas de la chance d'habiter dans un pays où on bénéficie d'une sécurité sociale. C'est le résultat d'une histoire, c'est le résultat de lutte, et c'est le résultat de fabrication de pauvreté, c'est le résultat de mécanismes de domination, au fond, qui sont perpétués et qui sont perpétués par des personnes qui n'ont pas même nécessairement le mérite de gagner ce qu'il faut pour vivre, mais qui généralement en héritent et puis assoient leurs privilèges de génération en génération. Donc, il y a un fondement politique à tout ça, et qui est mondial, et ça Pierre l'a bien souligné, en effet, quand on électrise de plus en plus, on électrifie, on propage les téléphones portables, etc., ça génère évidemment des coûts sociaux, des coûts environnementaux. Mais donc le constat que pose Riccardo Petrella, c'est de dire, là, sur le plan des constats et des dérèglements du monde, je pense qu'on est assez d'accord, et le fait que le capitalisme va, au fond, provoquer un grand effondrement. On est relativement d'accord avec ça.
Mais pour nous, la solution, c'est de commencer à parler d'humanité, donc de mettre en place une constituante de l'humanité qui puisse, d'un point de vue politique, rendre illégal un certain nombre de choses, et notamment les fabriques de pauvreté, notamment aussi la finance déshumanisée, notamment encore la production et la vente d'armes de guerre. Et pour ça, il faut qu'on arrive à mettre en place, et on est bien conscient que ça ne va pas se faire demain, que ce qu'on est en train de construire pour le moment, c'est pour les générations futures qu'on le met en place. Mais donc, nous attelons à cette idée de construire l'humanité, de construire cette constituante politique de l'humanité. Aujourd'hui, on constate que l'ONU existe, oui, mais nous sommes en pandémie, en contexte de pandémie, la Covid. Eh bien, l'OMS a beau recommander que une suspension des brevets sur les vaccins anti-Covid, c'est l'OMC qui va décréter que non, on ne suspendra pas les brevets. Donc, pour le moment, le monde est dominé par l'argent, et là-dessus, nous, en tout cas, nous éprouvons le besoin de ne pas céder au sentiment d'impuissance et donc de nous mobiliser pour mettre en place quelque chose, même si c'est humble, même si c'est modeste. C'est une toute petite association. On n'a absolument aucun moyen que le bénévolat qu'on y apporte. Mais on y croit. C'est un peu de la folie, un peu de l'utopie, mais on se bouge. On refuse de se dire tant pis, restons dans notre salon ou allons nous promener dans le bois, profitons de la vie et c'est bon. On se dit qu'il faut se bouger. Et on est bien content que Ricardo Petrella nous propose de bouger avec lui, et donc on se met avec lui et on le suit. Alors, un petit outil symbolique pour démarrer, pour rendre un peu plus concrète cette humanité, on est en train de mettre en place une carte d'identité mondiale, et donc avec un recto et un verso. C'est un format de carte bancaire, une carte magnétique, là, et avec juste le nom, le prénom, la date de naissance, le nom de la commune où on réside, et puis c'est un engagement. C'est habitant de la Terre, je m'engage à contribuer à la construction de l'humanité capable de sauvegarder la vie de la Terre pour tous ses habitants au service des générations futures. Donc, c'est cette idée, c'est de se dire, nous voulons reconnaître aussi que l'être humain, il est capable de détruire la planète, mais il est peut-être aussi capable de mettre en place les conditions pour restaurer les choses. Et voilà, c'est pour ça que nous voulons nous battre et constituer justement cette humanité avec toutes les personnes qui peuvent, en tout cas, se considérer comme collectivement responsables en tant qu'être humain de la préservation de la vie sur la Terre. Voilà. Alors, peut-être des questions à Pierre. Donc, tu parlais de la violence, et je pense que ça, on pourrait peut-être creuser cette thématique-là, même si ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on envisage, nous, au niveau de l'Agora des habitants de la Terre. On n'envisage pas le recours à la violence, mais je pense que ça, tu as développé pas mal cet aspect-là dans ton livre. Est-ce que tu pourrais peut-être creuser un peu plus sur le recours à des moyens, notamment à la manipulation, etc., que tu trouves légitimes ou illégitimes pour finalement parvenir à tes fins ou à nos fins? Voilà, petite question. J'y réponds de suite ou je ne sais pas comment faire? Oui, hein. Oui, okay. En fait, oui. Quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est que certains, effectivement, face à l'urgence environnementale, se disent là, il faut se bouger, et mènent des actions dont ils ne se rendent pas compte qu'elles peuvent être ressenties comme super violentes par les personnes auxquelles ils s'adressent.
je veux dire, il y a eu dernièrement, enfin ces dernières années, des actions notamment de personnes qui mettent des masques d'animaux sur la tête. Je ne sais plus comment s'appelle cette association, l'association pour la défense de la nature, ELZVN, enfin je ne sais plus très bien. Et en fait, j'ai été frappé par les vidéos qu'ils diffusent, parce qu'en fait, on voit très bien, bon, ils font des incursions dans des bureaux de lobbyistes absolument infréquentables, ou dans les garages, concessions automobiles et compagnie. Je veux dire, ce sont effectivement des cibles, mais on voit que sur le visage des personnes à qui ils s'adressent, on voit la peur. Je veux dire, ils se considèrent, ces personnes, comme étant super agressées. Et quelque part, je veux dire, mise en danger. Quel va être le résultat? Le résultat, ces personnes vont camper sur leur position. Elles ne vont pas du tout être convaincues par la démarche de leurs opposants. Et de même, dans la population de manière générale, tout qui voit ces vidéos avec les yeux que j'ai du moins, va se dire cette action est violente, est-ce que c'est bien nécessaire? Donc j'ai l'impression que ce type d'action, quelque part, va un petit peu nuire d'une part à l'efficacité du message, et d'autre part, de mon point de vue, est contraire aux valeurs qui devraient animer la lutte environnementale, c'est-à-dire notamment le respect et la solidarité. Et pour moi, une source d'enseignement vraiment très très riche, c'est Martin Luther King. Jusqu'à un passé récent, il y a quelques années d'ici, mais je connaissais le nom comme tout le monde, j'avais entendu parler, et puis j'ai lu un recueil de ses écrits. Ce monsieur était vraiment extraordinairement inspirant. Et en fait, j'ai tenté de résumer, je veux dire, en 4 points, je veux dire, son action. Mais c'est d'abord un constat lucide, un constat systémique dans son cas, je veux dire, les inégalités de traitement des citoyens des États-Unis sur base de leur couleur de peau. D'une part, donc, un constat lucide, d'autre part, la conscience de l'urgence. Donc Martin Luther King dénonçait ce qu'il appelait les blancs modérés, qui disaient aux Noirs à l'époque, dans les années 60, donc écoutez, patientez, les choses vont se mettre en place et compagnie. Et pour Martin Luther King, en fait, ces gens étaient plus dangereux que les activistes du Ku Klux Klan. Parce qu'en fait, ils ne se rendaient pas compte qu'en reculant le moment où les choses allaient être effectivement, je veux dire, améliorées, mais quelque part, ils allaient radicaliser, cristalliser la radicalisation des Noirs qui souffraient de ces injustices. Et donc, quelque part, en jouant la montre, ils risquaient de générer les violences qu'ils ne voulaient pas voir advenir. Donc, constat lucide, conscience de l'urgence, détermination sans faille, pour le 3e point. Détermination sans faille qui inclut la désobéissance, allant jusqu'à se laisser casser les dents, casser des membres sans répliquer. Donc, ceci entraînant le 4e point, qui est la philosophie fondamentalement non violente. Donc, lucidité, urgence, détermination et non-violence. Vraiment, c'est vraiment les 4 points de son action. Et de mon point de vue, c'est vraiment super inspirant, parce que je pense que ce que ce grand monsieur a réussi à mettre en place, je veux dire, n'est pas sans équivalent dans l'histoire de l'humanité, mais c'est même réellement exceptionnel. Alors, dans ton livre, tu parles aussi de Greta Thunberg et d'une autre, Severn Suzuki, qui, grâce à elle, hein, penses-tu, qui ont pu réaliser une sorte de mobilisation et devant lesquelles nous devons en gros nous incliner, puisqu'elles parviennent encore à dénoncer les injustices et disons, au-delà des injustices, l'inaction, au fond, l'inaction patente, qui pour nous est évidemment le résultat aussi d'un mécanisme de domination. Hein, mais est-ce que tu penses que c'est l'apanage des jeunes, ou bien est-ce que des personnes plus âgées peuvent aussi porter ces combats? Pour moi, ils peuvent, évidemment, comme tout en chacun, et ils le font très bien. Je pense notamment à l'Association des grands-parents pour le climat, qui d'ailleurs, je veux dire, agissent en bonne entente avec les associations de jeunes pour le climat. Et donc, c'est vraiment super positif, me semble-t-il, ce dialogue intergénérationnel. Donc, oui, moi, je veux dire, je m'émerveille particulièrement dans le cas de Severn Suzuki et Greta Thunberg, parce que ce sont de toutes jeunes adolescentes qui ont pris conscience de choses qui m'étaient, quand j'avais leur âge, complètement étrangères, quoi. Donc je me dis, à cet âge-là, avoir réussi à intégrer ça et réussir à l'exprimer de manière aussi bluffante, là je suis en totale admiration.
C'est pour ça que j'ai mis en exergue, je veux dire, ces deux exemples. Mais bien sûr, je veux dire, l'engagement n'a pas d'âge. Et c'est merveilleux, justement, de voir défiler la main dans la main, je veux dire, des personnes qui ont 70, 80 ans ou plus et les jeunes adolescents. C'est vraiment très, très encourageant. Je ne sais pas poser les questions. J'ai posé une question fermée. Voilà. Désolée. Mais donc, en tout cas, merci pour tes réponses. Et de toute façon, je pense que le moment est venu déjà d'ouvrir un peu aux autres. Voilà. Et je répondrai moi aussi aux questions qui relèveront de l'Agora des habitants de la Terre. Merci. Donc, vous pouvez soit écrire des commentaires ou des questions dans la discussion, soit lever la main, soit même vous inviter, mais là c'est plus difficile parce que il faut regarder au bon endroit. Hein. Je voulais peut-être faire un commentaire général qui recoupe ce que disait Catherine à propos de la dimension politique. Et en fait, Pierre, je pense que cette dimension politique, tu en as touché un mot au début de ce que tu disais dans les limites des ONG qui en fait s'empêchent de mettre en cause le système qu'on peut appeler le système capitaliste, hein, l'accumulation, c'est ça. Hein. Et puis, effectivement, il me semble que cette dimension-là, elle disparaît un petit peu dans le reste de tes positions, que je comprends tout à fait. Hein, mais pour moi, ça doit toujours se passer à la fois dans l'action personnelle et dans la lucidité politique. Hein, voilà. Oui, j'ajouterais que nous suivons aussi le propos de Riccardo Petrella qui pense que, en effet, on peut mener des actions au niveau local. Bien sûr, il faut le faire. Mais tant qu'il n'y aura pas une action au niveau mondial, ben, au fond, tout ça ne servira à rien, en effet. Il faut vraiment pouvoir faire les deux. C'est notre conviction. Ça, je veux dire, je partage grandement cette conviction, mais en fait, je suis quelque part un pur produit du lobbying institutionnel, et je veux dire, j'ai fait pendant des années, je continue à faire du plaidoyer politique au niveau régional, fédéral et européen, et en fait, il y a quelques années d'ici, je croyais presque uniquement, je veux dire, à l'action politique et à l'action top-down. Et puis, j'en suis arrivé au constat que, quelque part, les actions locales, très, très modestes, étaient aussi, effectivement, très, très porteuses de sens et, justement, étaient des moyens très, très, très efficaces de mettre en action les valeurs qui me semblent à la base de l'action environnementale. Et en fait, les limites, je veux dire, de l'action politique m'apparaissent clairement. Je veux dire, donc je poursuis un lobby notamment depuis 2014 avec l'association Parents d'enfants victimes de la route pour essayer de mettre en place des réglementations limitant un petit peu la masse, la puissance des véhicules qui sont vendus. Et quand je vois le monument d'inertie monstrueux auquel nous nous attaquons, je veux dire, on s'attaque à une montagne avec une cuillère à café en plastique. Et donc, voilà, c'est... La disproportion des forces est telle que, bon, je suis étonné d'obtenir malgré tout des résultats dans ces conditions-là. Je les accueille comme des miracles, les résultats que nous pouvons engranger. Et c'est souvent le résultat de rencontres avec des personnes de tous bords politiques d'ailleurs, qui effectivement, je veux dire, entrent en écho avec le message qu'on porte et qui décident de se retrousser les manches et de faire bouger les choses à leur niveau. Mais voilà, me semble-t-il, l'action politique que je continue à mener. Je veux dire, le but de mon propos en écrivant ce bouquin, c'est surtout pas de dire attendons la fin du monde en restant dans notre coin, c'était de continuer à faire ce qu'on estime juste et nécessaire, mais sans illusion. Parce qu'en fait, quand on a des espoirs, inévitablement, dans ce métier, et je veux dire en tant qu'être humain aussi, ben, quelque part on va avoir des espoirs qui vont avec, quand on va voir qu'on n'arrive pas, qu'on se heurte à des murs. En fait, j'ai comparé pendant longtemps, même si l'image n'est pas très bonne, le métier
que je réalise au métier de boxeur. En fait, j'ai passé mon temps à me ramasser les coups de poing dans la gueule, pour dire franchement, pendant des années, dans différents milieux. Maintenant, les choses évoluent un petit peu, parce qu'effectivement, le message environnemental commence à être mieux intégré. Mais c'est un métier où on se ramasse des claques dans la figure à longueur de journée. Et à la fin, ça use énormément. Et ça use d'autant plus qu'on a l'espoir d'arriver à quelque chose. Si son espoir est très, très modeste, très, très modéré, je veux dire, la désillusion sera moins forte et on pourra avancer un petit peu plus sereinement. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je vois mon action aujourd'hui. Je dois dire qu'à l'Agora, on s'est aussi posé des questions, hein, puisque ce qui est bien avec Riccardo Petrella, c'est que il a confiance. Enfin, il a confiance dans la capacité, par exemple, à s'adresser au président de la Commission européenne, au président du Parlement européen et à l'ONU. Oui, les citoyens peuvent s'adresser à l'ONU et donc on y va et en effet, enfin, quelque part, en effet, on arrive à s'adresser à eux. Évidemment, par contre, même après avoir recueilli des milliers, peut-être de signatures sur les pétitions, forcément, au niveau des sommets mondiaux, etc., il n'y a pas de réponse qui suit. Et donc, on s'est demandé, mais comment faire pour ne pas se décourager? Parce que ça demande tellement de travail. En plus, c'est vraiment, ici, c'est tous des bénévoles, donc on fait ça après journée, etc. Et comment arriver à ne pas s'user? Et en plus, ça doit être encore plus usant quand c'est son métier, qu'en plus, voilà, on n'a pas d'autre perspective après journée que de faire ça. Mais c'est le burn-out aussi de l'associatif, du social qui te menace, ou qui menace toutes les personnes qui sont investies pour des causes sociales, environnementales ou de justice sociale ambitieuses. Mais donc, la réponse qu'on s'est donnée, nous, c'est mais il faut continuer et puis il faut que ça soit gai, il faut que ça soit joyeux, il faut qu'on rigole, il faut qu'on fasse la fête. On continue et on s'amuse en le faisant. Mais voilà, et comme ça, en tout cas, on continue, quoi. Mais il faut que ça soit en effet joyeux, quoi. Voilà, c'est notre point de vue et que je partage avec toi. Et nous avons la chance d'avoir des artistes qui apportent cela. Oui, c'est vrai. Maria et Pietro. Hein. Parce que c'est un autre aspect qui contribue à la joie. C'est vrai. Effectivement, en fait, j'ai eu l'occasion de piloter, on va dire, le processus d'identification des valeurs d'Interenvironnement Wallonie il y a 3 ans. Et effectivement, la nécessité de travailler dans la joie est largement ressortie et donc a été intégrée, je veux dire, dans la description de ce que nous appelons sobriété chez nous, où la dimension joie est présente, effectivement. Et c'est vrai que, malheureusement, quand on se laisse un petit peu trop prendre par ces dossiers, la joie, elle s'efface, elle s'en va, et effectivement, c'est horriblement usant de ne pas éprouver de joie dans ce qu'on fait. Tout à fait. Ouais. Oui. D'autres réactions dans le public, pas très nombreux, mais enfin, présents quand même. Je pense que oui, moi j'avais une question. Eric, oui. Il y a quelqu'un d'autre? Non, vas-y. Non, mais c'est quand même une règle importante d'essayer de se fixer des objectifs qu'on peut atteindre. Et bon, si on se fixe comme objectif d'arriver à faire passer un message à l'ONU, une fois qu'on a l'objectif à l'ONU, il est atteint. Et donc, il faut noter le côté positif de l'objectif qui est atteint et puis on fixe un autre objectif, quoi. Et j'avais quand même une question par rapport à la dernière phrase de l'exposé de Pierre qui disait que bon, se fixer sur le
enfin, les voitures électriques, c'est un non-sens ou c'est parce que Attends, c'est Eric, je sais pas si repartir c'est... dans le même genre de, Eric, de dimension. Je, enfin, bon, je ne sais pas. Il faut voir ça va pas, hein? si se fixer des objectifs. Eric, on n'entend Oui. vraiment pas bien. Ah oui, non, il y a Peut-être essayer de couper ta caméra. Peut-être essayer de couper ta caméra. Problème de son? Oui, Très ça a l'air mauvais. d'aller. Non. Ça va mieux maintenant? Voilà. Ça va mieux? Oui. Oui, donc je posais la question. Donc d'abord, j'ai fait le constat que c'est important de se fixer des objectifs qui peuvent être atteignables et se réjouir et mettre en positif quand on les atteint. Et puis, la question par rapport à l'objectif des voitures électriques, oui, j'aurais voulu avoir un peu plus d'avis là-dessus parce que on peut quand même essayer d'avoir une transformation. Le développement du tram, par exemple, électrique, ce serait une bonne chose, etc., quoi. Oui, en fait, le côté, je veux dire, qui me semble un petit peu dérangeant au niveau de la promotion du véhicule électrique telle qu'elle est faite par certaines associations maintenant, je pense notamment au Bonne Betorlis Milieu en Flandre et à Transport and Environment au niveau européen. En fait, ils mènent un plaidoyer qui va tellement loin qu'ils en sont à oublier, je veux dire, certains défauts du véhicule électrique dont ils sont pourtant conscients. Et donc, ils en arrivent à un plaidoyer qui n'est intellectuellement pas honnête, tant ils ont envie de voir arriver cette solution. Et par ailleurs, ils se fixent sur l'électrification des transports, par exemple, en considérant qu'une voiture électrique, c'est une voiture électrique. Une Renault Twingo, c'est la même chose qu'une Tesla S. Donc une voiture qui fait le 0 à 100 km/h en 3 secondes et qui pèse 2 tonnes et demie, ben, c'est pas grave. C'est la même chose qu'une voiture qui pèse 1 tonne et qui va faire le 0 à 100 km/h en 20 secondes. C'est pas grave. Et donc ça, on en arrive à un plaidoyer qui n'a plus aucun sens, quoi. Et donc c'est là où je pense qu'il y a vraiment un problème, je veux dire, de se fixer un objectif et de ne plus voir que lui, et en effaçant tous les aspects négatifs que la poursuite brutale de cet objectif peut amener. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, il serait préférable d'avoir un plaidoyer plus nuancé en disant, voilà, il nous faut moins de voitures, il faut plus de transports en commun, il nous faut des voitures bien sûr électrifiées, mais aussi de taille plus modeste, des voitures partagées, et avoir un plaidoyer qui est beaucoup plus difficile peut-être à développer qu'un plaidoyer monolithique, il faut électrifier les voitures, c'est beaucoup plus simple, il faut électrifier les voitures, c'est simple, carré, paf, c'est monolithique, mais d'autre part, ça risque, je veux dire, de mener à des dérives un petit peu difficile. Donc voilà, c'est plutôt à ce niveau-là que je passais mon analyse. Mais je pense quand je vous entends, d'où l'importance de penser beaucoup plus globalement et beaucoup plus mondialement quand on voit les problèmes de la voiture électrique. Évidemment, on voit aussi tous les problèmes d'extraction des matériaux pour les batteries, etc. Si on regarde uniquement localement, c'est-à-dire notre petite région avec les petits problèmes de climat que nous avons, oui, la voiture électrique semble une bonne solution. Maintenant, quand on regarde de façon beaucoup plus globale, ben non, pas du tout, c'est pas une solution. Et je pense qu'il faut vraiment regarder les choses de façon beaucoup plus systémique, parce que l'environnement, c'est une chose, le climat, c'est une autre, le social et la mondialisation et la solidarité entre l'humanité, entre les gens d'humanité, c'est vraiment quelque chose de très important. Se sauver soi, parce qu'on est dans les pays riches,
c'est une chose, mais il faut laisser les eaux monter et noyer toute une série, enfin, les 3/4 de la population mondiale, c'est pas une bonne solution. Donc, il faut vraiment regarder de façon beaucoup plus mondiale et systémique. Pour rester sur les voitures, il y a des choses tellement évidentes à faire, c'est diminuer la vitesse, puisque la consommation est proportionnelle au carré de la vitesse, mettre des impôts progressifs dans la masse de la voiture et la puissance, et ça, limiter la circulation à 30 km/h dans ville et village, 50 ailleurs et 100 sur autoroute, on fait déjà de l'économie d'énergie de façon phénoménale. Et ça, on n'en parle pas. Ça ne va pas, ça. C'est la même chose pour l'environnement. Réparer les écosystèmes, c'est aller avec les paysans, c'est aller à côté d'eux, mais c'est refuser l'irrigation pour avoir des biocarburants. Hein. C'est comme en France, on finit par se tuer là-dessus. Et il faut des gardiens des communs, il faut des gens sur place. On a vu avec le Covid que ça ne servait à rien d'avoir des lits si on n'avait pas le personnel pour les faire vivre. C'est exactement la même chose de l'environnement. Si on n'a pas des gens sur le terrain pour vérifier que les décisions prises soient respectées, ça ne sert strictement à rien. Et pour servir d'intermédiaire entre la population et les personnes concernées, que ce soit les paysans ou les administratifs, moi ça m'est égal. Mais on est devenu tellement des hors-sol. À Liège, on vient de faire un procès pour un pain qui perdait ses aiguilles, qui bouchait une gouttière. Et la justice, elle condamne la ville, et on va en appel qui condamne la ville, et puis un an plus tard, on a une mise en demeure de la ville pour couper ce pain de plus de 50 ans. Mais il faut devenir fou, là. C'est vrai, quoi. Oui, dans le discours que même Attaque a, on n'a pas besoin de la population pour s'en sortir. La finance, on n'y peut rien, nous, avec tout le discours sur les taxes, je suis bien d'accord, mais le discours sur le terrain, sur la façon de traiter les arbres, la dimension des machines, etc., tout ça, on n'est pas là, on n'est pas avec les paysans, on n'est pas sur le terrain. Nous. Monsieur Christian, mais c'est pas grave. C'est pas vrai. Francine. Oui. Je voulais reparler de la mobilité. Il faut absolument repenser en grand parce que c'est pas tout d'avoir une voiture, c'est plutôt dans les transports en commun qui soient plus fréquents. Par exemple, en Turquie, ils ont des systèmes de taxi, c'est pas ce que je propose comme modèle, mais où alors chacun est pris en charge sur la route et ça fonctionne très bien. Donc il y a peu de les voitures sont pleines et voilà, et tout le monde peut aller là où il veut, à l'endroit où il veut. Ça, c'est un modèle en Turquie, par exemple. Mais ici, ça doit se faire au niveau de l'État, je pense, au niveau politique. C'est pour ça que je crois qu'il faut être, il faut aussi, comme Madame le dit, il faut aussi avoir une action politique, parce que tout seul, dans son coin, on peut faire quelque chose, mais ce ne sera jamais assez, quoi. Il faut vraiment que ça parte d'en haut, aussi en haut et en bas, les deux côtés, quoi. Il faut se sentir responsable soi-même. Quand on est cohérent avec soi-même, il y a des gestes qu'on peut faire. C'est dérisoire, mais il faut les faire. Mais alors, il faut aussi intervenir au plus haut niveau, parce que c'est déjà qu'en haut qu'on peut installer un système de mobilité qui soit acceptable socialement, etc. Voilà, je pense que c'est ça, je pense. Voilà. Mais c'est surtout que sans une réponse mondiale, la réponse qu'on va apporter à chaque fois, c'est de dire oui, mais si nous, on ne le fait pas, alors il y a quand même quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est bon pour la production des armes de guerre et c'est bon pour à peu près tout. C'est-à-dire,
À chaque fois, c'est ça. Et alors, on va favoriser le dumping social, etc. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à aller beaucoup plus haut, à aller au niveau vraiment mondial. Pour parler mobilité, Ricardo Petrella, il est économiste et politologue, hein, mais lui, il s'est cité le nombre d'avions qui décollent à chaque minute de quelque part sur la Terre. Donc c'est vrai, on peut, évidemment, ça ne nous dispense pas de parler de transport en commun, de l'utilisation de la voiture, etc. En fait, tant qu'on ne règle pas les histoires des avions, on ne s'en sortira pas. Et ça, ça ne va pas être possible de le régler au niveau ni local, ni régional, ni national. Il faut vraiment monter au niveau mondial. Voilà. Et c'est d'ailleurs, je veux dire, assez, de manière assez amusante peut-être, enfin amusante, entendons-nous, ce que beaucoup de politiciens nous disent. Bon, je veux dire, on mène un plaidoyer depuis des années, depuis plus de 20 ans, pour limiter les vols dans les 2 aéroports régionaux, et chaque fois la réponse qui nous est faite, c'est « Ah oui, mais il faut que ça se fasse au niveau européen, moi ». Mais ceci étant, je veux dire, on s'arrête là. Et je veux dire, on ne met rien en place pour que ça se fasse effectivement au niveau européen. Mais quelque part, c'est une excuse assez facile que nous servent certains. Et le constat est vrai. Mais malheureusement, ils ne mettent rien en acte pour je veux dire, répondre à ce défi. Ce n'est pas vrai. On est en pleine période Covid, pendant les vacances scolaires. C'est l'occasion unique de mettre les voitures à 30 km/h et laisser l'asphalte pour les trottinettes, les vélos et tout le bazar. Eh bien non, on écrit ça au bourgmestre, on ne répond même pas. Mais ça, c'était l'occasion unique. C'est la même chose, on se trouve en Esbeil, le désert Esbignon, il n'y a plus un perdreau, un faisan, n'importe quoi, enfin un moratoire de 5 ans pour la chasse. Et on décide ça pour notre région. On doit pouvoir décider des choses. Et si on bouge au point de vue local, on bougera plus au point de vue national. On doit se mobiliser contre cette espèce de Alibaba là, de Saventem. Mais si on ne fait rien localement pour reconstruire les écosystèmes et passer à une agriculture paysanne, on ne fera rien nulle part. Tout à fait. Le souci, c'est d'arriver, je veux dire, à avoir suffisamment de force pour s'opposer aux forces qui vont dans l'autre sens, quoi. Je prends le cas de l'appel à un moratoire sur la chasse. Je veux dire, les clubs de chasse comme le club Saint-Hubert ont des relais politiques partout, dans tous les partis. Ils sont d'une puissance extraordinaire. Et je veux dire, dans le cadre de la lutte contre la peste porcine, il y a 2 ans, 3 ans de ça ici, je veux dire, ils ont été jusqu'à menacer de mort un de mes collègues qui travaillait sur le sujet. Donc voilà, enfin menacés de manière anonyme évidemment, mais on savait très bien que c'était eux qui étaient derrière. Donc ce sont des gens qui sont horriblement violents et quelque part, je peux comprendre des élus qui les écoutent plutôt que d'écouter les gens qui vont dans l'autre sens, parce que je veux dire, un élu qui se fait menacer de mort, ben voilà, il pense aussi à sa femme, à ses enfants, ou à son mari, à ses enfants. Si c'est une élue, on doit quand même pouvoir prendre certaines décisions localement. Il y a un pouvoir là on n'est pas représenté, ce n'est pas les administrations, les communes qui nous représentent, hein. Elles représentent le pouvoir et le fric, hein, ça c'est clair. Donc alors c'est là que nous, on doit pouvoir avoir quelque chose à dire localement dans des biorégions où on décide de passer à du 30 km/h et puis merde. Mais c'est vrai, hein. Oui, absolument, Christiane, mais ce n'est pas parce que toi, moi, Sébastien, Pierre, Eric, on est d'accord qu'il faudrait passer à 30 km/h, que ça va devenir une décision. Je veux dire que nous ne pouvons pas imposer une décision qui est une décision. Mais non, mais parce qu'on n'a pas accès à un parlement, Christine. On n'a pas accès à une agora où on peut discuter des choses. On élit des bonhommes qui font ce qu'ils veulent. Oui, mais là mais voilà. Et puis on marche tous avec le drapeau du parti. Mais c'est pas ça qu'on demande, hein.
Oui, oui, mais Je pense quand même qu'il y a, des hommes et des femmes politiques qui sont quand même des gens bien, etc. Enfin, oui, il faut oui. peut-être simplement bien choisir, quoi, et leur donner déjà leur voix. Comme dirait l'autre, le système de démocratie représentative est peut-être pas parfait, mais c'est quand même encore le meilleur système qu'on ait trouvé jusqu'ici. Donc, essayons au moins de le faire fonctionner. Et pour le faire fonctionner, il faut qu'on continue de travailler, comme Attaque le fait, hein, à renforcer l'esprit critique, à réfléchir, à faire en sorte que les citoyens soient conscients des enjeux, des causes, des problématiques auxquelles on est confronté et de peut-être leurs moyens d'action à titre personnel, quoi. Et ça, c'est l'éducation permanente et c'est peut-être aussi une chose sur laquelle… Et la réparation des milieux. Et la réparation des milieux. Quand on retrouvera des coquelicots dans les champs, ce sera déjà quelque chose de positif, ça. Oui. Maintenant, on est en train de mettre des piquets dans les champs pour que la buse puisse trouver un poste pour chasser. Qu'est-ce que c'est que ça pour une affaire? Voilà, mais il y a quand même certaines décisions. Pour prendre un exemple, dans les cimetières où il y a des réglementations au niveau de la région wallonne qui ont été prises pour qu'on arrête de mettre du désherbant dans les cimetières. Enfin, c'est peut-être un détail, hein, mais c'est quand même quelque chose qui va dans le bon sens, me semble-t-il. Et j'imagine que Pierre pourrait citer toutes sortes de réglementations qui vont quand même dans le bon sens, même si, à défaut, bien sûr, on met du sel de déneigement à grosse dose dans les cimetières. Je te le mets fou, quoi. Et si c'est pas le drone d'œuf, c'est une nappe de plastique noir. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour une affaire? C'est vrai. Mais parce que vous ne savez pas regarder ce qu'il y a autour de vous. Regardez l'état des haies, la façon dont on coupe ces haies. C'est haché. C'est d'une violence incroyable. Et ça, c'est l'administration communale, hein, la mienne en particulier. Ôtons les bords de chemin de remembrement. Comment voulez-vous que les plantes, elles fassent des graines, donc? Oui, absolument. Bien, Rosette voulait intervenir également. Ça existe pas, moi. Rosette? Non, on est devenu des hors-sols d'une façon telle que s'il n'y a pas des gardiens des communs pour remettre un peu de bon sens là-dedans, ça n'ira nulle part. Tout à l'heure, je voulais intervenir à propos du coltan. Si on… Mais pour la voiture, on a vraiment des histoires toutes faites. On a les tableaux, on a les consommations, il faut un impôt progressif ou des taxes progressives, je ne sais pas comment on appelle, moi, sur la puissance de la voiture et son poids, et batterie comprise, hein, le plein d'essence compris. C'est près ça. Mais Rosette avait souhaité parler. Vous avez 3 gros dossiers sur la voiture, les voitures de société. Mais on doit relayer ça. On doit relayer. Le lobby de la voiture est bien plus puissant que ceux qui aiment la nature. Hein. Ben voilà. On a mis 30 à l'heure à Bruxelles et il y a eu des campagnes extraordinaires qui sont passées à la télévision avec des jeunes gens qui ont dit mais c'est mon seul plaisir, c'est de rouler en moto et de faire beaucoup de bruit dans toute la ville. Ben voilà. Et on a l'air de dire journaux, on est en train de nous parler de changement climatique et l'épicéa qui se bouffait par les scolites. L'épicéa, il n'est pas en station en deçà de 400 mètres d'altitude. Les plantations d'épicéa, ce n'est pas une forêt. Et ils sont tous là, avec le même âge, le même besoin au même moment, et ils attirent, ils émettent de l'éthylène et ils attirent toutes les scolites. Donc ce ne sont pas les plantations, les forêts wallonnes, toutes les plantations d'épicéa, ce n'est pas un désastre, c'était couru d'avance. Sinon, Rosette, tu voulais parler du coltan? Oui, parce que
si on exigeait la certification pour les matières premières, avec un respect des droits de l'homme dans les mines et dans la gestion, on arriverait à un autre résultat parce que on voit au Kivu depuis 20 ans, c'est une guerre épouvantable. On tue les gens partout, on viole les enfants, les femmes, tout le monde, et on parle du génocide en Chine, point, point. Comme s'il y avait ceux qui ont signé pour le génocide de Chine, le Canada, les Amérindiennes se sont liguées pour parler quand même à la radio ici. On a entendu une révolte que elle aussi avait été stérilisée. Elle aussi, il y a des génocides. Voilà. Mais nous sommes, on peut pas dire hein, ce que je dis, on peut pas. C'est impossible. Heureusement, on peut le dire. Oui, oui, les quelques qui aiment la nature et qui n'aiment pas la moto, qui n'aiment pas de faire du bruit en moto pour le plaisir de faire du bruit et de rouler à tombeau ouvert pour le plaisir de rouler à tombeau ouvert, mais on est une minorité, hein. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que nous avons quand même en dehors de cercles très limités comme les 15, 16, 17 que nous sommes ce soir, la possibilité de faire entendre ces opinions. Voilà. Pierre. Oui, de cracher sa valda de temps en temps et d'être... Pierre. Oui, en fait, je voulais dire que j'étais bien d'accord, je veux dire, sur le côté certification des filières d'approvisionnement et tout ça, mais il y a peut-être aussi une question à se poser en amont, c'est de savoir simplement est-ce que c'est bien légitime d'aller détruire, parce que toute mine, toute extraction de minerais détruit inévitablement, détruire un milieu naturel, détruire, je veux dire, un territoire qui appartenait à d'autres, pour alimenter, je veux dire, la croissance économique dans les pays du Nord. Et ça, j'estime que d'une part que la certification est nécessaire, mais d'autre part que ça peut servir d'excuse aussi, je veux dire, à extraire quelque part de manière entre guillemets propre, mais en mettant tout de même à mal des territoires immenses et en détruisant des milieux naturels. Donc de mon point de vue, c'est une arme nécessaire, mais c'est une arme qui quelque part est à double tranchant, et donc il faut vraiment avoir un message, je pense, très prudent là-dessus. Si on ne vérifie pas la certification, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de gens pour vérifier la certification, ça ne sert à rien. Oui, et puis comme d'une part, et puis comme le dit Pierre, avons-nous besoin de détruire ailleurs? Voilà. Mais Christine, est-ce que depuis le début du Covid, est-ce qu'on a augmenté le salaire des gens, des personnes qui sont autour des lits et l'entretien? Est-ce qu'on a changé les normes dans les hôpitaux? Non. Absolument pas, rien. Ben voilà. En fait, on continue à limiter les budgets. Et les multinationales dans des secteurs pharmaceutiques s'enrichissent de manière éhontée. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion puisque Christine voulait que je vous en parle, on va faire une petite action ici à Liège le 18 mai. Ce sera normalement en soirée pour permettre à ceux qui travaillent de venir rejoindre. On va se mettre en cordée pour monter à l'ascension du sommet du G20, puisqu'il y aura un sommet du G20 qui se tiendra à Rome, je pense aux alentours du 21 mai. Et donc, quelques jours auparavant, dans différents endroits du monde, on va essayer justement d'organiser des petits événements de visibilité comme ça, de petite ampleur, mais en les organisant tous le même jour, on espère pouvoir avoir une sorte de retentissement médiatique. Et donc, c'est pour justement dénoncer la marchandisation de la santé, des soins de santé, des vaccins, revendiquer la mise en place d'une initiative industrielle publique dans le secteur pharmaceutique
qui, à notre avis, est le seul moyen de garantir que les vaccins et les soins de santé puissent être accessibles à tous, quel que soit l'endroit où on a eu. Là, c'est une chance, la chance de naître ou de ne... Voilà. Vous allez faire ça sur la montagne de Buren? Et on va faire ça sur les escaliers de la montagne de Buren. On va se mettre en cordée. Avec un globe tout au-dessus. Avec un globe? Un gros globe, je crois que je ne sais plus. Il y a une association qui a un globe terrible. Ah, mais moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ferait ça avec ATTAC. Moi, c'est avec la section locale de Pâques que je fais ça. C'est de l'Angleur, mais en partenariat avec la régionale Pâques de Liège et qui m'a aidé à... Voilà, qui s'est mise en contact avec une série d'associations, dont ATTAC. Donc, il y aura une réunion. On peut voilà, organiser les modalités de tout ça. Ce sera demain soir. Mais a priori, en tout cas, c'est ça qu'on va proposer. Voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Je fatigue. Mais donc voilà, vous êtes tous les bienvenus, évidemment. C'est pour dénoncer tout ça et voilà, essayer de se faire entendre. Pourquoi pas. Mais on a des objectifs bien concrets. Hein. Sur les bagnoles, on sait ce qu'on veut. Sur la santé, on sait ce qu'on veut. Dans le paysage, les paysans, l'agriculture, on sait ce qu'on veut. Et alors, du point de vue chasse aux sorcières pour les paradis fiscaux. Hein. Tout à fait. Mais oui. Ça doit être dans tous les partis politiques qui doivent défendre ça. Oui, leur marche et rendre au service public voilà, la gestion de l'eau, des semences, oui, reprendre. Ah oui, reprendre tout ça. Absolument. Voilà, je crois que... Mais le rôle de la couverture végétale, c'est incontournable. C'est elle qui nous a permis de nous sortir du milieu terrestre. Il ne faut pas oublier ça. Et nous faisons le 26 mai. Temporisatrice du climat. Quoi dire? Le 26 mai au parc. On va quoi? Donc là, l'action commune proposée par Agora des habitants de la Terre, PAC, ATTAC, etc. Ça, c'est déjà le 18 mai. Hein? Oui. Le 18 mai, et donc c'est monter en cordée sur la montagne de Buren. Et si effectivement on retrouve, que je me souviens très bien de ce globe terrestre, de ce qu'on a... dont on s'était servi lors d'une manifestation préalable au congrès européen citoyen en 2001, hein, donc ça fait 20 ans. Il existe peut-être encore et ce serait pas mal de le retrouver, effectivement. Parce qu'il était bel et bien à Liège. Mais c'est pas ATTAC qui le possède. Oui. L'intérêt de la montagne de Buren, au-delà du fait qu'on se met en cordée, évidemment, mais c'est aussi symboliquement, c'est aller au fond du cœur historique de Liège et de l'hôtel de ville, lieu de production normalement, en tout cas de la démocratie locale, jusqu'à l'hôpital public et donc le lieu de délivrance, de dépistage, de vaccins, de soins, de santé, voilà, public. Avec, même si on veut, une couche supplémentaire historique de lutte contre l'oppresseur. Oui. Contre l'oppresseur. Pour Guignon. Oui. Quoique là, il y a des thèses qui s'affrontent. C'est à quelle heure? Normalement, ce serait vers 18h, mais on déterminera ça demain avec toutes les associations. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va proposer, c'est que ça se tienne aux environs de 18h. Et le lieu de rendez-vous serait normalement donc au pied de la montagne de Buren.
comme nous l'avons signalé avec une grande prescience dans, Oui. dans l'agenda du bulletin d'attaque qui est en train d'être distribué. Oui. Voilà. Et alors, il y aura un atelier de préparation de slogans, mais ça, ceux qui veulent y participent. Mais en tout cas, la régionale PAC va mettre ça en place avec quelqu'un qui est un peu une slameuse, danseuse, etc., mais qui a un peu l'habitude de travailler justement sur des slogans qui flashent. Et donc ça, ce sera le 6 mai après-midi, dans les locaux de la régionale de Pâques, rue du Petit Chêne. Déjà 3 choses. Voilà. Rosette a de première force là-dedans. Oh là là, non. Non. Mais ce sont en tout cas des actions qui permettent de rester dans la gaieté. Oui. Et de ne pas céder au désespoir. C'est important. Oui, oui. oui, tout en ne perdant pas la lucidité. Hein? Tout à fait. On peut très bien être lucide et gai. Voilà. Et Christiane et moi, le 26 mai, on fait une promenade à 14h30, la découverte des arbres. À Anse. Oui. Ah oui. Mais j'aurais dû le dire pour l'agenda qui est dans le périodique, mais voilà. Et le 29 mai, il y a la déballade qui est du déballage du programme de la Vivaldi pour pouvoir exprimer ce que nous proposons de beaucoup mieux, évidemment. Hein? J'aurais voulu savoir où on peut acheter le livre de Pierre Courbe, parce que j'ai regardé sur Pax et il n'était pas encore, ou j'ai mal regardé. Je l'ai acheté chez Pax. Hein? Ah, tu l'as acheté chez Pax? Oui, Bon, oui, ça va. oui, il est en stock chez Pax. Hein? Ok, ça va. Et chez Barricade? Et à l'entretemps, oui, probablement. Hein, oui. Ok, merci. Enfin, il est en vente dans toute bonne librairie, comme on dit. Pour peu qu'on le demande au libraire. Je dirais, il n'est pas présent par défaut. Mais, et donc pas sur Amazon. Je veux dire, il est sûrement en vente sur Amazon, mais s'il vous plaît, ne l'achetez pas sur Amazon. S'il est en vente sur Amazon, c'est un insu de mon plein gré, hein, comme on dit. Oui, Je n'y suis pour rien. Non, mais votre constat sur les ONG environnementales, moi je trouve que c'est vrai. C'est énervant au possible. Cette façon de faire, de ne pas plaider coupable, de ne pas se regarder dans une glace, ça m'énerve. Maintenant, à propos de la culpabilité des consommateurs, bon, il y a, et ça nous venons d'en parler à la réunion d'Attaque Wallonie-Bruxelles sur la taxe carbone, il y a des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre qui sont contraintes, qui sont le fait de personnes en situation précaire et qui ne peuvent pas faire autrement, dont les logements sont mal isolés, donc qui vont consommer davantage en chauffage, qui n'ont pas, qui doivent Justine, absolument. ce n'est pas ceux-là qui sont les. C'est pas comment. Ce ne sont pas ces personnes-là qui sont en cause. Non, c'est mais pas ça qui est en cause. C'est l'avion, c'est la bagnole, c'est notre façon de vivre au-dessus de nos moyens, la démesure ordinaire à tous les coins de rue. C'est pas eux. Oui, oui. Même il faut juste faire attention que ce que nous disons ne soit pas culpabilisant pour ceux qui n'y peuvent mais, hein, qui n'en peuvent. Mais c'est nous qui
qui brûlons l'Amazonie, c'est là qu'il faut le dire. C'est nous qui avons brûlé toute l'Indonésie le Pacifique et l'Indonésie. C'est une modification majeure de tout le climat mondial. Oui, oui. Et ça, c'est pour notre viande. Et à Mercosur, on continue. Ça va pas, ça. Ben oui. Enfin, c'est énorme. Et sur la culpabilisation, si je peux juste ajouter un petit mot, en fait, pour moi, il est tout de même assez important de faire différence entre culpabilité et responsabilité. Je veux dire, on peut être responsable sans être coupable. Je veux dire, s'il n'y a pas d'intention méchante derrière, pour moi, il n'y a pas culpabilité. Ou s'il n'y a pas, du moins, un comportement dont on connaît les conséquences. Enfin, je veux dire, à partir du moment où je suis sensibilisé et où je suis informé des impacts climatiques de mes déplacements en avion et que je continue à me déplacer en avion en m'en foutant, là, effectivement, je considère que je peux être considéré comme coupable. Mais si par contre, parce que l'information n'a pas parvenu, je me déplace en avion en toute bonne foi, c'est vrai que factuellement, je suis responsable des émissions qu'il y a derrière, mais quelque part, je ne peux pas être déclaré coupable. Et il me semble que la même restriction s'applique aussi aux personnes qui sont, je veux dire, en situation de précarité énergétique dans le bâtiment mal isolé. Effectivement, je veux dire, objectivement, ils ne peuvent pas être considérés comme coupables. Bon, il y a une responsabilité, mais je veux dire, il n'y a aucun jugement moral là derrière, c'est juste factuel. Et c'est une responsabilité partagée, et surtout partagée par le propriétaire qui n'isole pas le bâtiment, en l'occurrence. Et donc, de mon point de vue, c'est assez important de faire vraiment la distinction entre culpabilité, c'est-à-dire comportement réalisé en toute connaissance de cause, et responsabilité factuelle, qui est tout à fait différente. Je suis bien d'accord, mais les 5% de bioéthanol qu'on a dans l'essor, là, c'est impardonnable. Hein. C'est impardonnable, ça, d'avoir laissé faire ça par l'Europe. Ça, c'est incroyable, et on n'en parle pas. La bioéthanol, on l'a dans notre essence. Hein. Et c'est la même chose avec les steaks, les sojas et tout le bazar. Et l'huile de palme. Je crois l'irrigation, parce que... Non, oui, c'est... Ouais. Bien sûr. Mais là, je ne sais pas si toi ou moi, en sommes coupables ou responsables. Et je pense que ce sera une bonne conclusion de terminer justement sur cette distinction que vient de rappeler Pierre. Et merci d'avoir été là. Si vous voulez continuer à suivre Attaque et que vous ne recevez pas la newsletter, n'hésitez pas à envoyer un petit mot à l'adresse d'Attaque info@liège.attaque.be et rendez-vous sur le site et à notre prochaine activité qui sera probablement le 18 mai, qui sera probablement l'accordé annoncé par Catherine. Il y aura peut-être, un peu avant, une rencontre en plein air qui serait un échange de suggestions de lecture. Nous avons été privés de contact physique pendant très longtemps. On ne vous propose pas une orgie, mais de venir avec l'un ou l'autre livre que vous voudriez faire connaître autour de vous, et ce serait autour d'une table par exemple à la Chartreuse. Mais tout ça sera précisé dans la newsletter. Encore merci à Pierre et à Catherine et à Christiane et à tous les intervenants. Voilà, bonne soirée.